L'actualité, c'est tout de suite sur ITV. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres. Un mort, 4 blessés et d'importants dégâts matériels à Ourossogui après un violent orage. Le préfet de département s'est rendu sur les lieux pour apporter le soutien de l'État. Modernisation des finances locales, la direction générale de la comptabilité publique et du trésor accélère la digitalisation des services avec la mise en place du plateforme Comcom. Acte 4 de la décentralisation, la société civile fixe ses priorités. Elle plaide pour une meilleure gestion des territoires. Ses membres demandent la fixation de la date des prochaines élections locales. Merci et bienvenue. La ville d'Ourossogui a été durement touchée par un violent orage. Au quartier moderne, un enfant de 11 ans a perdu la vie et 4 personnes ont été blessées. Le préfet de Matam, Modou Thiam, s'est rendu sur place pour apporter le soutien de l'État aux familles touchées. Nous l'écoutons au micro d'Amadou Oumar Diallo. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels à cause des orages que nous avons enregistrés hier. Donc des dégâts matériels avec des chutes de poteaux, d'arbres, par-ci par-là au niveau de la commune. Au-delà même de la commune, c'est dans le département. Mais je crois que ça a été beaucoup plus ressenti au niveau de la commune de Ourossogui. Au-delà des dégâts matériels, il y a eu malheureusement des victimes avec des blessés qui sont prises en charge au niveau de l'hôpital. Mais également un cas de décès d'un garçon de 11 ans à cause d'un affaissement de mur. D'ailleurs, c'est pour cela que nous sommes ici, accompagnés du président du conseil départemental, la gendarmerie, le secteur municipal, mais également le directeur de l'hôpital pour venir présenter nos condoléances, mais également apporter notre soutien moral à la famille pleurée. Alors, le premier dispositif, c'est le comité départemental de lutte contre les inondations. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous allons nous réunir pour faire un peu dans la prévention. Au-delà de ce comité, effectivement, nous avons fait une expression de besoin au niveau central pour voir comment est-ce que le ministère peut nous accompagner en termes de matériel tel que des matelas, des tentes, dans le but de parer à toute éventualité. Donc on est en train de prendre toutes les dispositions. Mais aujourd'hui, il s'agit juste de venir pour montrer notre disponibilité aux populations, pour leur dire qu'effectivement nous sommes à leur côté et que les dispositions de nature logistique, de nature matérielle également seront prises pour les accompagner. Les préparatifs du Grand Magal de Touba vont bon train à Ourossogui. L'association Kourel 18 Safar a organisé la 12e édition de Wadjal 18 Safar. Ses membres ont distribué des vivres dans les lieux publics, les sites religieux et auprès des plus nécessiteux. C'est un compte rendu d'Amadou Oumar Diallo. Venus en masse, des fidèles mourides ont envahi la ville carrefour de Ourossogui pour célébrer la 12e édition du Kourel Wadjal 18 Safar. La présence de Serigne Ibrahim Mbaké, fils du Khalif général des Mourides Serigne Muntaha Mbaké, venu directement de la capitale du mouridisme, a conféré une dimension historique au rassemblement. Fidèles aux enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, les disciples ont partagé d'importantes portions de Berni et ont rappelé le sens profond de cette commémoration. Nous sommes à la 12e édition de ce Wadjal Magal. Comme nous avons la tradition de le faire. Vraiment, c'est un appel que nous lançons vraiment à tous les musulmans. Il n'y a pas de tariqa vraiment distingué. Et cette journée aussi, nous la célébrons sous l'autorité, sous l'égide du Khalif général Serigne Muntaha Mbaké. Au-delà des traditionnels récitals de Hassida, place à l'action sociale, cette 12e édition a été marquée par un engagement citoyen. Des actions de solidarité ont été menées par les fidèles dans les lieux publics et religieux de Matam et Ourossogui. Comme toujours, voilà, après la cuisine, la restauration sera servie au niveau des chefs religieux de la région de Matam, mais aussi à l'hôpital, mais aussi
à la maison d'arrêt correctionnel de Matam. Cet événement marque le coup d'envoi des grands préparatifs du Magal dans le nord du Sénégal. À Ourossogui et partout dans la région de Matam, les fidèles mourides s'organisent activement pour participer à l'une des plus grandes manifestations religieuses du pays. Commémoration majeure qui marque le départ en exil du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba. Modernisation et transparence dans les finances locales. Le Trésor lance officiellement l'observatoire numérique OB-FILOC, un premier pas décisif pour les collectivités territoriales qui bénéficieront également de la plateforme de digitalisation Comcom. Reportage d'Elisabeth Christine et de Seleman Diallo. L'Observatoire des finances locales a pour objectif de renforcer la transparence, la concertation et le pilotage stratégique des finances publiques territoriales. Il met à la disposition des acteurs des tableaux de bord, des rapports d'analyse et des données comparatives. Les principales missions de cet observatoire aujourd'hui, c'est de collecter la donnée au niveau des collectivités, de la sécuriser et de la diffuser à l'ensemble des acteurs pour permettre de régler une vieille revendication des acteurs, c'est l'indisponibilité des données fiables et de qualité. Et aujourd'hui, le lancement de cet observatoire participe à la réalisation de cet objectif majeur, n'est-ce pas, pour une meilleure connaissance de nos territoires en matière de décentralisation. La Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor rassure sur le suivi et l'actualisation des données. Des mécanismes sont mis en place pour garantir leur fiabilité et leur mise à jour régulière. Alors, dans le cadre du suivi des finances publiques, nous avons mis en place un moteur de recherche qui permet tout de suite d'accéder aux données disponibles. Mais également, nous avons une interface qui permettra à l'ensemble des acteurs qui ont des études, des rapports sur la décentralisation, de pouvoir les mettre en ligne et derrière également d'assurer l'interopérabilité entre l'OB-FILOC et l'ensemble des autres systèmes qui existent au niveau du monde de la décentralisation afin de permettre d'enrichir l'observatoire au jour le jour. Le lancement de Comcom, une plateforme dédiée à la digitalisation des recettes des collectivités territoriales, est prévu en septembre. Nous allons lancer l'Observatoire des finances locales qui aujourd'hui a été testé au niveau donc de certaines communes de Dakar. Il s'agira donc à travers cette opération de pouvoir permettre aux collectivités de pouvoir digitaliser la collecte de l'information financière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout contribuable peut à partir du Comcom s'auto-enregistrer, se déclarer et permettre à l'administration fiscale en temps réel d'avoir les informations sur le contribuable. L'Association des maires du Sénégal salue l'arrivée de cet outil et y voit un gain de temps considérable, mais aussi un instrument essentiel pour renforcer la transparence et favoriser le développement des collectivités territoriales. L'acte 4 de la décentralisation est au cœur des réflexions. Les acteurs de la société civile veulent une gouvernance territoriale plus inclusive. Ces derniers demandent également au chef de l'État de clarifier au plus vite le calendrier électoral. Compte rendu signé Daoudaba et Kadiatou Thiam. Le citoyen doit être placé au cœur du système de gouvernance territoriale. Plaidoyer est fait pour une gouvernance forte, inclusive et co-construite avec l'ensemble des acteurs. C'est un acte qui doit impacter un peu la marche des collectivités territoriales et impacter aussi l'humain qui doit être au cœur de toutes les politiques de développement économique local. C'est la raison pour laquelle cet acte doit être la chose la plus partagée, la plus inclusive possible avec tous les acteurs, société civile, collectivités territoriales, experts, autorités gouvernementales. Une réforme d'une telle importance ne peut se limiter à un débat d'experts. Selon les acteurs, elle doit associer à toutes les composantes de la société afin de garantir une appropriation collective et de répondre efficacement aux attentes des citoyens. Nous avons estimé qu'une réforme aussi importante que l'acte 4 de la décentralisation et les pôles territoires ne peut pas être discutée entre experts, techniciens ou décideurs politiques seulement. Les citoyens doivent être impliqués
les collectivités, les maires, les élus locaux doivent aussi davantage être impliqués. Plusieurs inquiétudes face aux incertitudes qui entourent le fichier électoral au Sénégal ont été soulevées. Les autorités sont appelées à prendre les mesures nécessaires pour renforcer la transparence du processus électoral et préserver la confiance des citoyens. Au moment où nous parlons, aucun maire ne connaît la fin de son mandat. Les députés ne le savent pas davantage. Les élections locales seront reportées ou pas. Elles seront couplées avec les législatives ou pas. Aujourd'hui, seul le mandat présidentiel semble être verrouillé. Si on doit reporter, mais qu'on en discute. Si on doit coupler, qu'on en discute. L'acte 4 de la décentralisation doit être un véritable levier de transformation de la gouvernance territoriale. Un appel a été lancé pour une mise en œuvre fondée sur la participation citoyenne, une répartition claire des responsabilités pour bâtir des collectivités territoriales plus performantes, plus autonomes et davantage capables de répondre aux aspirations des populations. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme équipe le centre Koulimaro à Casamance. L'objectif est d'améliorer la prise en charge des femmes et des enfants victimes de violences. L'opération est financée par la coopération italienne dans le cadre du projet PAPEV. Benjamin Moreau du ACDH et au micro d'Assanba et de Daouda Sambou. Tout d'abord, nous sommes particulièrement fiers de soutenir le centre Koulimaro qui mène une action essentielle pour la protection des enfants, des jeunes femmes en situation difficile. Le rôle du Haut Commissariat aux droits de l'homme est de soutenir les femmes, les enfants, les droits de l'homme en général. Et dans le cadre de ce projet spécifique, notre ambition, c'est d'assurer la protection de l'enfant par différentes manières, en améliorant le cadre juridique, mais aussi en assurant une réhabilitation globale des victimes de violences. Une réhabilitation juridique, mais aussi une réhabilitation sociale, économique, psychosociale. Et le centre Koulimaro joue un rôle essentiel pour la réhabilitation des victimes de violences, en assistant les victimes spécifiquement, en leur donnant une chance de trouver un emploi, en donnant des formations aux jeunes femmes, mais aussi en leur apportant un soutien médical et psychologique et en les aidant à se réinsérer professionnellement dans la société. Toute la donation, vous avez pu voir aujourd'hui, nous avons remis des fauteuils roulants, des ordinateurs, des kits de dessin, nous avons remis des matelas, nous avons remis des ventilateurs, des ordinateurs. Toute cette assistance technique va contribuer à ce que je vous expliquais avant, à savoir à aider à la réinsertion sociale, psychologique des femmes qui ont été victimes de violences et va leur permettre d'accéder à leurs droits économiques et sociaux et de se réintégrer dans la société. Droits humains et maintien de l'ordre, la police judiciaire en formation à Ziguinchor, la Commission nationale des droits de l'homme sensibilise les enquêteurs à la protection de l'enfance. Ils veulent allier l'efficacité des investigations au respect strict de la dignité. Professeur Ramsatou Sow Sidibé, présidente de la CNDH, et au micro d'Assanba et de Daouda Sambou. Aujourd'hui, nous organisons avec le Bureau Afrique de l'Ouest du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, organiser donc un atelier de formation des organes de la police judiciaire autour des droits humains et droits des enfants et protection des droits des enfants. C'est un atelier qui va permettre aux participants de se familiariser davantage avec les instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux de protection des droits humains et spécialement des droits des enfants, et de voir
de partager des expériences pour permettre à la police judiciaire, qui est caractérisée par un professionnalisme avéré, d'intégrer la dimension droits humains dans leurs actions sur le terrain. Ça leur permet de percevoir les cas de violation des droits humains, mais aussi d'intégrer dans le processus de leur action qui est judiciaire, avec l'audition des victimes, l'audition des personnes poursuivies, avec la prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants, eh bien, ça leur permet d'intégrer une dose d'humanisme. Parce que le professionnalisme, accompagné de respect des droits humains, donc d'humanisme, ça permet d'être plus efficace et d'avoir des résultats durables. Inauguration à Ndiaye-Mbereus de 2 centres de machines agricoles avec le soutien de la Corée du Sud. Ces équipements modernes vont transformer le travail des producteurs de Dagana et Podor en tournant pour la mécanisation dans la vallée du fleuve. Compte rendu Momar Alissegna et Mortar Sek. La mécanisation agricole gagne du terrain dans le nord du Sénégal. À Ndiaye-Mbereus, autorités sénégalaises et partenaires coréens ont procédé à l'inauguration de 2 centres de services de machines agricoles. L'un sera implanté à Ndiaye pour couvrir le département de Dagana, tandis que l'autre sera installé à Aérelao au profit des producteurs de Podor. La cérémonie a été présidée par le directeur général de la SAED, Alassane Ba, aux côtés d'autorités coréennes en charge de l'agriculture. D'abord à Ndiaye, un centre de machines agricoles à Ndiaye, et un autre centre à Aérelao, qui va permettre l'accès facile aux producteurs, donc aux machines agricoles, qui va permettre d'intensifier la production, parce que l'objectif aujourd'hui que nous avons dans le cadre de l'agenda national de transformation, c'est arriver à la souveraineté alimentaire. Et pour arriver à cette souveraineté alimentaire, il faut intensifier la production. Et pour intensifier, il faut mécaniser. Aujourd'hui donc, ces machines arrivent à point nommé et vont permettre l'accès donc, aux petits producteurs aux machines agricoles, l'accès à des coûts faciles, mais aussi à des temps, dans des conditions extrêmement faciles. Et je voudrais donc demander aux population donc de la vallée du Sénégal de s'approprier ce projet. Les nouveaux centres offriront aux producteurs un accès facilité aux machines agricoles, à leur entretien et aux services techniques nécessaires pour améliorer les rendements et de contribuer également au renforcement des compétences grâce au transfert de technologies et à la formation des jeunes techniciens. Du côté coréen, l'accent est mis sur la pérennité du projet. Leur principal objectif est de garantir le bon fonctionnement des équipements fournis dans le cadre du projet en assurant des inspections régulières, des services de réparation et une gestion efficace des pièces de rechange, afin de réduire au minimum les temps d'arrêt dus aux pannes. Grâce à ces actions, les 2 centres contribueront à prolonger la durée de vie des machines agricoles et à renforcer les bases d'une mécanisation agricole durable dans la vallée du fleuve Sénégal. Les 2 centres fonctionnent comme des plateformes régionales dédiées au stockage et à la maintenance et à la gestion des équipements agricoles, une organisation qui doit garantir une mécanisation plus efficace et plus durable au bénéfice des exploitants de la vallée. Bâtir un Pikine moderne, inclusif et mieux équipé, c'est le défi lancé à l'arène nationale avec le coup d'envoi des assises de la ville. Les participants doivent formuler des propositions clés sur les infrastructures et le service de base. Biranlo, coordonnateur général de l'événement, est au micro de Cheikh Maguette Mbaye. Nous avons mobiliser tous les acteurs du département de Pikine, à commencer par le préfet du département de Pikine, pour mettre en place une approche participative, inclusive, pour aller vers ce qu'on appelle le livrable des assises du département de Pikine, qui est le document économique, social, environnemental de Pikine. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous procédons au lancement des assises du département de Pikine, en mettant en place
un comité de pilotage, un dispositif politique et stratégique qui porte ses assises avec un mécanisme de gestion opérationnelle en son sein qui permettent avec les différents pôles opérationnels d'aller vers des phasages. Une phase de préparation qui permet de développer un diagnostic territorial dans le département de Pékin, de développer la collecte de données pour orienter stratégiquement le développement à travers des axes de développement. Et Inch'Allah, d'ici demain, après-demain et d'ici les semaines prochaines, on va descendre sur le terrain avec des forums thématiques, des ateliers thématiques, des concertations, de la revue documentaire. Et à cet effet, nous demandons aussi aux journalistes qui ont beaucoup écrit sur Pékin de mettre à ses dispositions ces ouvrages au niveau donc, du pôle scientifique pour qu'on les exploite afin de pouvoir véritablement faire une meilleure orientation dans le département de Pékin. La nouvelle majorité doit abroger la loi d'amnistie. C'est l'appel de l'opposant Malaw Sow. Selon l'ancien député, le pouvoir est en pleine contradiction pour avoir profité d'un texte qu'il a pourtant combattu. Il tend la main au président Bassirou Diomaye Faye, assurant que Macky Sall ne sera jamais un obstacle. Malaw Sow est au micro de Sékou Diallo. Lan moo tax ñu def bi ñu wote amnistie ñoom ñu ne duñ ci bokk. Pourquoi ont-ils refusé de voter la loi d'amnistie portant sur les faits politiques survenus depuis 2021? Pourtant, non seulement ils n'étaient pas majoritaires à l'Assemblée nationale, mais ils étaient les premiers à en bénéficier. S'ils ne voulaient pas de cette loi, ils auraient dû rester en prison, à attendre leur jugement avant de sortir. Au lieu de cela, ils ont préféré en tirer profit. Et aujourd'hui, ils nous parlent de justice pour les victimes des événements politiques. S'ils sont cohérents et puisqu'ils détiennent désormais la majorité à l'Assemblée nationale, qu'ils abrogent cette loi. Le président Diomaye Faye est un véritable démocrate, à l'instar de Macky Sall. Il parle peu et privilégie l'action. J'ai la certitude que Macky Sall sera toujours à ses côtés pour l'accompagner dans tout ce dont il aura besoin. Nous sommes prêts à soutenir sa vision. Macky Sall est un homme de cœur qui aime profondément le Sénégal. Si le paradis ne comptait qu'une seule place pour eux deux, je suis convaincu qu'il la céderait au président Diomaye Faye. Il ne s'opposera jamais à lui. Maa ngi suma parti nag 100% nekkuma ci parti am nekkuma ci coalition am waaye lépp lu muy wote danaa ko. Le compte à rebours est lancé plus que 100 jours avant le coup d'envoi des Jeux olympiques de la jeunesse. Et vous l'aurez compris, nous parlons bien évidemment des sports. La comité d'organisation affiche sa sérénité infrastructures qui sont désormais prêtes à 97%. De son côté, la municipalité de Dakar accélère les travaux d'embellissement. C'est un reportage de Djibril Gabissaro et de Moussa Dia. C'est un événement jamais organisé en terre africaine et c'est Dakar qui a l'honneur d'abriter les Jeux olympiques 2026. En croire le coordonnateur du COJOS, les infrastructures devant accueillir les activités présentent un niveau d'avancement très élevé. De la logistique en passant par la technologie, Dakar est fin prêt pour un déroulement quasi parfait de cet événement. Ce que je peux dire, c'est que les services liés à la livraison de jeux, tout est prêt ou en voie de l'être à 100 jours avant la cérémonie d'ouverture. Au plan de la technologie également, l'ensemble des acteurs de l'écosystème, que ce soit la Sonatel, Sénégal Numérique, l'ARTP, l'ensemble des acteurs sont mobilisés, les investissements qui devaient être faits ont été faits, la mobilisation des acteurs et surtout un aspect très important, l'information. Il en est de même pour l'énergie, où tous les maîtrises, tous les linéaires, tous les bilans de puissance ont été réalisés sur chacun des sites, que ce soit les sites anciens ou les sites nouveaux. Pour réussir le pari de l'organisation, la livraison des infrastructures sportives à temps reste une condition sine qua non. Sur ce point, le coordonnateur du COJOS rassure. Pour ce qui est des infrastructures, pour faire des jeux, il faut des infrastructures. Souvent, ce sont les infrastructures sportives. Sur les 8 sports de compétition comme de non-compétition, 4 faisaient l'objet de travaux de rénovation. C'est principalement le stade Iba Mar Diop, le stade
la piscine olympique et le complexe Tour de l'œuf, le centre équestre de Diamniadio. Sur ces 3 sites, tous les travaux sont achevés. Dans le souci de donner une image rayonnante à ce rendez-vous, la mairie de Dakar travaille d'arrache-pied pour changer le visage de la capitale sénégalaise. La question qui a été posée tout à l'heure, l'avenue Blaise, je pense que c'est la zone qui est en train de gérer cela. Au niveau de la ville de Dakar, le niveau d'avancée assez satisfaisant au niveau du boulevard de la Gueule-Tapée, aussi la voirie est en train d'être reprise au niveau de la commune de la Médina, mais aussi au niveau aussi de la commune de Fass Gueule-Tapée, Colomane. Et vous pouvez rassurer que nous sommes dans les délais, et Inch'Allah, avant le démarrage de la tournée de la flamme, nous aurons terminé tous ces travaux. Mais rassurez-vous, nous sommes en train de tout faire pour donner la meilleure image possible de Dakar à travers le branding, à travers le nettoyage, mais aussi à travers les travaux de voirie au niveau des différentes communes. Merci. Un grand projet, grand moyen, c'est pourquoi le comité d'organisation des Jeux Olympiques a déployé les ressources nécessaires pour réussir le pari de cet événement. Le COJOS se dit prêt à relever les défis de l'organisation pour rendre cet événement exceptionnel. Ainsi se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme d'ITV.